K-pop a ses côtés lumineux comme son côté sombre et malheureusement le côté sombre on veut le moins en faire partie. Sauf que aujourd'hui je vous amène une histoire qui fait partie de ce côté sombre puisqu'on va parler du cas de Jang Jae-yeon. Jang Jae-yeon, si je vous dis son prénom ça va peut-être rien vous dire, mais si je vous dis Sunny dans Boys Over Flowers, ça parlera peut-être à plus de monde puisque Jang Jae-yeon a joué le rôle de Sunny dans Boys Over Flowers. Et c'est d'ailleurs le rôle qui a lancé sa carrière, et une carrière qui avait tout pour être prometteuse. Sauf que cette carrière va s'arrêter net, puisque cette dernière va être retrouvée morte chez elle suite à un S. Mais ce qui cachait ce S était beaucoup plus sombre, puisque ce S ne venait pas de nulle part. Et les raisons qui sont derrière sa mort sont en fait beaucoup plus sombres et montrent vraiment le côté noir et du dessous de la K-pop. Sponsoring, prostitution, menaces, c'est tout ce qui va faire cette histoire. Donc je fais un trigger warning pour ceux qui sont sensibles à ce genre de sujet. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Il y a des vidéos beaucoup plus légères sur ma chaîne. Donc si vous avez des problèmes avec ce genre de thème, passez. Commençons par dire qui est Jang Jae-yeon. Sa carrière débute en 2006 à l'âge de 26 ans. Comme je vous l'ai dit, le rôle qui lance sa carrière, c'est le rôle de Sunny dans Boys Over Flowers. Sunny étant une des filles qui menait la vie dure à, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au personnage féminin principal joué par Go Hee-sung. Elle va notamment travailler avec le casting, donc des personnes assez connues telles que Lee Min-ho, Go Hee-sung, Kim Young-jung, Kim Bum et Kim Jun, les personnages principaux de l'histoire. Au moment de son décès, Jang Jae-yeon attendait la sortie de 2 films où elle a tourné en tant qu'actrice. Alors qu'un avenir florissant lui tend les bras, tout s'arrête en 2019, plus particulièrement en mars, quand la jeune femme de 29 ans est retrouvée pendue à la rambarde du 2e étage de son appartement. Fait encore plus traumatisant, c'est que c'est sa sœur qui l'a retrouvée sans vie dans son logement. Et vous allez voir que en plus de tous les faits horribles de cette vidéo, la police est quand même assez corrompue dans cette histoire, puisque malgré le fait que tout amène à un S, la police est obligée d'ouvrir une enquête, mais enquête qui va très vite être classée. Classée bien sûr comme un suicide, comme ça c'est classé, ils n'ont pas besoin de faire plus de recherches. Bien que la mort a eu lieu en 2009, il faut remonter en 2008. Plus particulièrement le 5 août. C'est dans la soirée du 5 août que Jang Jae-yeon participe à une soirée d'anniversaire organisée par son PDG, soirée organisée par l'entreprise The Content Entertainment, agence où se trouvait Jang Jae-yeon à ce moment-là. Le PDG porte le nom de Kim Jong-sung et la soirée a lieu dans un bar karaoké de Gangnam. C'est lors de cette soirée que Jae-young a été vu être harcelé sexuellement par nul autre que son propre patron. L'un des rares témoins divulgue: je l'ai vu forcer Jang Jae-yeon à s'asseoir sur ses genoux encore et encore et être contrainte de lui servir à boire alors qu'il la pelotait continuellement. Les témoins se faisant discrets pour cette affaire, c'est l'un des rares témoignages qu'on aura. L'enquête, comme je vous l'ai dit, est ouverte, mais très vite, elle est classée en tant que suicide, puisque à cette période-là, Jang Jae-young était en période de dépression. Et ils ont conclu qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours suite à cette fameuse dépression. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera dans le compte-rendu de l'enquête en 2009, cause de la mort, suicide par dépression. Cependant, des documents ont été divulgués la semaine suivante, notamment par KBS, et ces fameux documents ont permis de réouvrir une enquête. L'un de ces fameux documents n'est autre que les dépositions que Jae-young a fait à de nombreuses reprises, disant qu'elle était victime d'harcèlement sexuel. Et dans ces mêmes documents, il est statué que Jae-young a vécu des choses horribles, qu'elle a été obligée de donner des faveurs sexuelles ainsi que des services
constituant à faire plaisir aux VIP. Certains médias révèlent d'ailleurs que Jae-young a été obligé de subir une ligature de trompe. Alors, dans les articles que j'ai trouvés, ça parle de stérilisation, mais je trouve pas que stérilisation est un terme correct. Donc je pense qu'elle s'est fait ligaturer les trompes, puisque suite à ces faveurs qu'elle devait donner aux VIP, le risque de tomber enceinte était très fort, et donc du coup ils ont préféré lui faire subir une ligature de trompe pour qu'il n'y ait aucun risque. Et en parlant de ces abus, les documents relatent le fait que Jae-young aurait vécu ce genre d'abus pas loin d'une centaine de fois. Je ne sais pas si ce document dont je vais vous parler a été retrouvé sur la scène de la mort ou pas, mais je pense, puisque une lettre de Jae-young a été laissée derrière elle après son suicide, où elle parle de toutes les personnes dont elle a dû donner des faveurs, et elle parle aussi de nombreuses personnes qui font ce qu'on appelle du sponsoring. Pour faire court, si vous voulez, je vous en ferai. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, mais je peux vous en faire une parce que c'est un monde énorme, et Jae-young n'est pas la seule à avoir vécu ce fameux sponsoring. Mais en gros, le sponsoring, ce sont des personnes influentes qui, en échange de faveurs sexuelles, permettent à de jeunes idoles, de jeunes actrices ou de jeunes acteurs d'apparaître dans des films pour essayer de lancer leur carrière, ce qu'on appelle du sponsoring. Et donc du coup, dans sa lettre de suicide, Jae-young parle de ces fameux et nombreux sponsoring. Alors on ne sait pas si elle l'a fait de son propre chef ou si elle a été forcée de le faire par son agence. Je penche plutôt vers le deuxième cas. Mais en tout cas, elle parle de ces nombreux sponsors et des personnes qui ont abusé d'elle. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas stipulé si ça a été retrouvé au moment où ils ont trouvé le corps ou si ça a été retrouvé après. Mais c'est quelque chose d'assez important pour la suite. Le dossier est réouvert et certains noms apparaissent. Ce qui choque, c'est que ce sont des noms quand même assez connus, que ce soit dans le monde du divertissement ou des hommes politiques. En 2009, 10 personnes sont suspectées. Mais attention, accrochez-vous bien, seulement 2 vont recevoir une condamnation. Et quand je parle de condamnation, c'est pas quelque chose, vous attendez pas à quelque chose d'énorme. Mais donc le premier à être condamné, c'est l'ancien PDG de l'agence, qui se voit attribuer 4 mois de prison, dont 1 an de probation pour abus. Il se prend que 4 mois de prison. Et l'autre coupable, qui est le manager, on va en parler après, parce que lui, son cas est encore différent. Mais alors que l'affaire semblait totalement clôturée, un nouveau rebondissement apparaît 10 ans plus tard, en 2019. Une personne arrive en témoignant et en disant que le suicide de Jae-young cache en fait quelque chose de beaucoup plus grave. Et qu'elle ne s'est pas suicidée par dépression, mais que quelque chose de beaucoup plus important se cachait derrière son acte. C'est Jun Ji-ho, une actrice qui travaillait dans la même agence que Jae-young, qui donne enfin sa propre version des faits et donne de la voix dans cette affaire. Puisque Ji-ho a elle-même été spectatrice de l'écriture de la lettre de suicide de Jae-young. On ne sait pas plus si elle a lu cette lettre ou si vraiment elle a juste vu Jae-young l'écrire. Je pense que c'est plutôt le deuxième cas, puisqu'elle semblait quand même assez proche. Donc on se dit que si elle avait vu cette lettre, elle aurait fait quelque chose. Donc je pense qu'elle a plutôt vu Jae-young écrire la lettre et qu'elle a reconnu la lettre plus tard quand elle l'a vue. Et Ji-ho dit que dans cette lettre, il y a les noms des suspects, mais aussi toute la révélation sur les abus physiques, psychiques, mentaux qu'a vécu Jae-young, et que ça constitue réellement une réelle preuve. Mais dans un premier temps, son témoignage fait un peu polémique, puisqu'elle va reconnaître un certain monsieur B, pour garder l'anonymat, qu'elle décrit comme quelqu'un de petite taille avec un âge assez avancé, mais elle change un peu de version quand ce fameux monsieur B est dit avoir un alibi pour la soirée et que ce n'est pas lui. Par la suite, Ji-ho accuse un certain monsieur Cho, un homme politique assez haut gradé.
chose qui cloche encore une fois, c'est que Monsieur Cho ne correspond pas à la description physique qu'elle a donnée, puisque elle a décrit quelqu'un d'un âge assez avancé, sauf que Monsieur Cho, à l'époque des faits, avait 30 ans. Donc 30 ans, c'est pas un âge avancé. Tant que, en plus, on ne sait pas si c'était vraiment un suspect ou si elle a voulu le mettre dedans, puisque Monsieur Cho était une connaissance du procureur qui était en charge de l'affaire de Jae-young à ce moment-là. Toutefois, ils prennent quand même au sérieux les témoignages de Chio, puisque elle était présente lors de ces soirées, donc c'est un témoin clé pour l'histoire. Monsieur Cho sera quand même inculpé pour agression sexuelle et harcèlement sexuel 9 ans après le suicide de Jae-young. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque Monsieur Cho est l'époux d'une procureure, donc il sera lavé de tout soupçon pour manque de preuves. Néanmoins, la liste des agresseurs reste quand même assez longue puisque ce n'est pas loin de 31 suspects qui sont nommés dans cette fameuse lettre. Parmi ces fameuses personnes, il y a l'ancien manager de Jaehyun, un certain Kim Sung-hoon, inculpé pour violence physique et verbale et pour avoir présenté des jeunes femmes, essentiellement des actrices en devenir, à des barons de l'industrie du divertissement et des médias. Donc, l'ancien manager de Jae-young marchait simplement à coup de sponsoring. Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à parler de l'ancien manager de Jae-young? Il s'est vendu tout seul, puisque au moment où on annonce la mort de Jae-young en mars 2019, ce dernier fuit très rapidement au Japon. Ce qui a fini de faire tiquer les gendarmes, enfin la police, c'est que 3 témoignages vont être apportés contre lui et des témoignages qui disaient qu'il forçait les jeunes filles à faire du sponsoring. Donc quelle sera sa sentence? 1 an d'emprisonnement, 2 ans de probation et 160 heures de travaux d'intérêt général. Mais attention, cette peine-là n'a rien à voir avec le fait de forcer des jeunes femmes à faire du sponsoring ou avec la mort de Jae-young. Puisque tout ça, là, la prison, les travaux d'intérêt généraux, c'est pour avoir diffamé l'ancien PDG de l'agence. Il n'aura aucune condamnation pour viol et agression sexuelle. Il est inculpé parce que il a diffamé l'ancien PDG, qui est lui aussi coupable dans l'affaire de Jae-young. C'est à ce moment-là que je peux vous dire que c'est les 2 seules peines qui seront prononcées dans cette histoire. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé par la suite pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce qu'on a là. Mais c'est les 2 seules peines qui vont être prononcées. Aucune pour ce qui est arrivé à Jae-young. Et sur les 31 noms, dont certains, ça a été avéré qu'ils ont bien abusé d'elle, ils n'auront rien. Les 31 personnes de la lettre n'auront rien. Et vous allez voir que la raison, à la fin, est ridicule. Donc la petite liste qu'ils avaient avant a été complétée par les noms qu'a donné Jae-young dans la lettre de suicide. Mais malgré la découverte de cette lettre de suicide, l'enquête stagne. Elle reste au point mort pendant un bon moment. Certains d'entre vous auront peut-être déjà une idée du pourquoi, puisqu'on parle quand même du monde du divertissement. Puisque les noms qui sont donnés dans cette liste sont des noms assez influents, que ce soit dans la politique ou dans le monde du divertissement. Il faudra attendre fin 2018 et la réouverture officielle de l'enquête pour que des noms apparaissent. Les policiers de l'enquête de 2009 ont étouffé l'affaire par peur de représailles des personnes plus influentes qu'eux. Mais en 2018, même s'il y a encore un peu de corruption, même si c'est pas dit, on l'entend dans le jugement qui sera donné à la fin, mais en 2018, il y a quand même des noms qui vont tomber, des noms qui vont apparaître, et ça en public. On y retrouve Bang Sang-hoon, le PDG du magazine à renom Chosun Ilbo Korea, Shin Kyu-ho, président du conglomérat multinational Lotte, Go Dae-hwa et Jung Jang-geun, producteur de la chaîne KBS, Jung Gi-san, producteur du drama Boys Over Flowers, et beaucoup d'autres. Des noms très très influents, je vous ai dit.
on a quand même des directeurs de chaîne, d'entreprises très très connues. Lotte, c'est très très connu en Corée. Et vous allez voir que c'est pas tout, il y a d'autres noms qui sortent. Mais c'est pareil, ces gens-là ne seront jamais inculpés. Début 2019, Jihyo, dont je vous ai parlé, qui a témoigné en 2009, fait de l'affaire de Jae-young une affaire personnelle. Puisque Jihyo, elle, a été blacklistée de beaucoup d'endroits, dont des endroits liés à la police, tout ça, à l'enquête sur son ami, puisqu'elle a essayé de témoigner en faveur de Jae-young. Il faut se dire que ça a été tellement loin que Jihyo a été obligée de s'exiler au Canada pendant 10 ans. En mars 2019, pour elle, c'est trop. Ça fait 10 ans que ça traîne, 10 ans que le nom de Jae-young est traîné dans la boue et elle n'en peut plus. Donc, elle revient sur les réseaux sociaux et elle témoigne publiquement de son implication dans l'affaire de Jae-young. Ce témoignage-là n'est que le 13e d'une longue série qu'elle va donner. C'est le 13e, parce qu'il y en a eu 12 avant qu'elle a fait avant d'être exilée au Canada. Et là, elle recommence. Elle ne veut pas que l'affaire en reste là. Elle veut la justice pour Jae-young. C'est à partir du 13 mars 2019 qu'elle va commencer à s'expliquer sur Instagram. Donc c'est Omabella, son compte. Et à partir de son témoignage du 12 mars, elle va être enfin prise au sérieux par les forces de l'ordre. Dans un premier communiqué qu'elle va faire, elle explique que depuis la mort de Jae-young, sa vie est devenue compliquée. Et elle pointe la hiérarchie coréenne qui, selon elle, hiérarchise les crimes au vu d'une soi-disant étude de leur gravité. Elle explique aussi qu'elle comprend que les autres témoins ne veulent pas parler puisqu'elle sait que de gros noms sont dans cette affaire et qu'il pourrait y avoir des représailles. Donc elle comprend que certains témoins ont peur et ne veulent pas témoigner. Elle comprend tout à fait ce qu'ils ressentent. Si nous les poursuivons pour diffamation, rien ne les empêchera de faire de même avec nous, des témoins. Et je vous promets qu'ils en ont le pouvoir, puisqu'elle sait que ce sont des très gros noms qui ont de très bons avocats et qu'il y a des chances que faire partie de cette histoire ruine la vie des témoins. L'affaire de Jae-young va prendre un peu plus d'ampleur suite aux divers événements qui se passent en 2018, je crois, avec l'affaire du Burning Sun, qui a des ressemblances à l'affaire de Jae-young, puisque le Burning Sun, on parle aussi de sponsoring, d'abus sur des femmes, de violences sexuelles. Mais c'est bien que ça mette en lumière le cas de Jae-young, puisque ça va permettre aux gens de malheureusement de s'y intéresser un peu plus et de donner à la police l'opinion publique. Alors je sais pas comment je peux expliquer correctement, mais en gros, plus de gens vont s'intéresser à cette affaire, plus la police va devoir faire son travail correctement et donner des réponses. Donc d'un côté, c'est un mal pour un bien, puisque malheureusement ça montre que Jae-young a vécu des choses qui sont clairement pas belles. Mais c'est d'un côté bien, puisque la police va prendre plus au sérieux cette histoire. Les déclarations à répétition de Jihyo vont enfin être prises au sérieux et elle va avoir des entrevues avec les procureurs généraux du palais de justice de Séoul. Il faut savoir que Jihyo va mettre en marche des stratégies médiatiques mises en concert avec ses 3 avocats. Elle s'est équipée de 3 avocats et il lance des stratégies médiatiques pour essayer de faire réagir les plus grosses instances coréennes. Appelé à la barre le 18 mars 2019 lors d'un nouveau procès, les déclarations de Jihyo vont arriver à l'oreille du président à ce moment-là qui est Moon Jae-in, et dans un communiqué public affirme « Il est temps à présent de faire jaillir la vérité sur l'affaire de l'actrice Jang Jae-young ». Jihyo, elle, va être mise sous la protection des représentants des forces de l'ordre sous le joug du ministère de l'égalité des sexes et de la famille. Jihyo, elle, malgré donc ce qui va peser sur ses épaules puisqu'elle va être en danger, continue de porter les couleurs de ce cas qui traîne depuis déjà trop d'années. Elle veut enfin une réponse et un jugement pour son amie. Il faut savoir que le 18 mars, après avoir fait ses témoignages donc, devant la cour de justice, Jihyo se rend sur le plateau de New Desk, un programme de
NBC. Et je n'ai pas réussi à retrouver l'extrait, mais j'ai eu une traduction. Encore une fois, les journalistes vont montrer leur incroyable intelligence à se fourrer dans les affaires qui ne les regardent pas. Puisque on sait bien que tous journalistes, surtout les journalistes people, tout ça, vont aller poser les questions les plus indiscrètes, aller prendre les photos les plus indiscrètes. Ils vont tout faire pour avoir le plus croustillant. Et là, alors que Dio sort quand même d'un procès qui peut être assez éprouvant, le journaliste, il va pas être tendre avec elle du tout, il va même poser des questions qui, à ce moment-là, sont déplacées. Puisqu'il va poser sans cesse des questions à Dio sur cette fameuse liste de personnes. Puisque au moment de ce fameux plateau télé, 9 des 31 personnes de cette liste ont été appréhendées, interrogées. Mais les noms ne sortent pas. Et donc à un moment, le journaliste lui pose la question de est-ce qu'il y aurait une certaine célébrité à une des fêtes où a participé Chaeyoung. Et donc elle a répondu très intelligemment: j'ai déjà témoigné il y a quelques heures de cela, je ne peux pas vous en parler en tant que témoin car je veux leur donner le droit de s'expliquer eux-mêmes. Et le journaliste, donc Gio a répondu d'une très belle façon en disant que je suis une témoin, j'ai raconté ce que j'avais à raconter aux personnes dépositaires de l'autorité, mais je ne peux pas déclarer ça à la presse, et puis ceux qui sont coupables, je leur laisse la chance de s'exprimer eux-mêmes. Mais là, le journaliste, il va continuer à insister et il va lui forcer la main pour essayer de lui faire cracher le nom des personnes impliquées. Et c'est ce à quoi elle a répondu: comme vous le savez, j'ai déjà tout dit à l'équipe d'enquête. Ces 10 dernières années, j'ai eu beaucoup de difficultés à me dire qu'il me fallait témoigner pour que l'affaire avance. J'ai été suivie, j'ai dû déménager à de très nombreuses reprises et j'ai finalement été contrainte de partir outre-mer. Avant même que je ne puisse fouler le sol coréen, un média m'a harcelée pour me demander où je me trouvais. Et 2 accidents de la route ont eu lieu avant que je ne revienne. Le 21 mars 2019, une nouvelle personne se dit prête à témoigner et à répondre aux questions de la police. Et cette personne est une figure assez emblématique dans le monde médiatique, puisque c'est Lee Min-suk, qui avait déjà été soupçonnée d'avoir un lien avec l'affaire de Chaeyoung. Elle y a déclaré être disposée à subir des interrogatoires supplémentaires si cela peut aider à révéler la vérité derrière la mort tragique de Jung Jae-hyun. Alors que pourtant, au début de l'enquête, la femme de 58 ans avait nié toute implication dans l'affaire de Chaeyoung. Le 24 mars 2019, un nouveau contenu de TV Show Sung, c'est ça, oui. Une nouvelle concernant TV Show Sung a été rendue publique. Alors que le nom de l'ancien PDG Bang Sang-hoon avait déjà été associé à l'affaire, TV Show Sung a démenti que le nouveau PDG, qui n'est autre que le second fils de l'ancien PDG, était impliqué dans l'affaire. Son second fils, donc le PDG de TV Show Sung, n'est autre que Bang Joo-ho. Mais News 9, une émission de KBS, va démontrer que ce fameux second fils a en fait lui aussi un lien avec l'affaire de Chaeyoung, puisqu'il aurait passé de nombreux coups de fil à Chaeyoung et qu'il aurait contacté des personnes de la police pour faire effacer le fait qu'il avait eu des appels avec elle. Bang Joo-ho a quitté l'agence en 2018, mais pas du tout pour l'affaire. Officiellement, pas du tout pour l'affaire de Chaeyoung, puisque sa fille de 10 ans et son chauffeur personnel auraient eu un accident. Et ça serait donc pour ça qu'il a décidé de quitter son rôle de PDG. Donc déjà c'est un peu louche. C'est triste que sa fille ait eu un accident, mais tu quittes pas ton rôle de PDG pour ça. Donc est-ce qu'il l'a fait parce qu'il savait que son nom allait ressortir dans l'affaire de Jae-hyun? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça ne l'empêchera pas d'apparaître dans l'affaire. Et son implication a été prouvée quand même et vérifiée. Mais il ne sera pas inculpé non plus. Le 13 mai 2019, l'équipe d'investigation qui est en charge de l'enquête va enfin donner... Il a un nom
va donner les conclusions de son enquête et le comité des affaires passées du ministère de la Justice a pris plusieurs jours pour analyser toutes les nouvelles preuves. Ils ont regardé si de nouvelles personnes devaient être poursuivies et si de nouvelles personnes devaient avoir à venir se défendre devant la justice. Le 20 mai, le comité donne enfin sa réponse. Le comité a recommandé une nouvelle enquête sur Kim Jong-sung, l'ancien PDG de l'agence de Jaehyung. Mais pas pour l'affaire de Jaehyung, mais parce qu'il est suspecté d'avoir fait de faux témoignages. Le comité a aussi dit que Cho Sung-ilbo avait mis la pression à la police lors de l'enquête, il y a 9 ans. Le comité a aussi estimé que Bang Young-hoon, président du Koreana Hotel à l'époque, Bong Joon-ho, PDG de TV Chosun au moment des faits, et d'autres dirigeants de Chosun Ilbo avaient été interrogés beaucoup trop légèrement par la police par rapport à la pression que mettait Chosun Ilbo sur la police. Toutefois, le comité n'a rien recommandé par rapport à tout cela. Et rien non plus au sujet des allégations d'abus sexuels dont parle Jaehyung dans sa lettre. Et le comité s'explique en disant: si le document que Jang Jae-young a laissé derrière elle possède une certaine crédibilité, tout son contenu ne rencontre pas les choses requises pour que l'on puisse considérer qu'un crime a bien eu lieu. De même, le comité a expliqué qu'il était impossible de vérifier la véracité d'une liste créée par Jang Jae-young. Cette fameuse liste où l'actrice aurait donné tous les noms des personnes qui auraient abusé d'elle. Selon le comité, à part le témoignage de Yoon Ji-ho qui dit le contraire, tous les autres témoins qui ont vu le document affirment que Jang Jae-young n'a pas laissé de liste de noms. Il est difficile de pouvoir certifier la vérité à ce sujet. Dans cette phrase, il y a quelque chose de bizarre. Puisque on nous dit qu'on ne peut pas vérifier la véracité de l'existence d'une liste faite par Jang Jae-young, mais on présente cette fameuse liste aux suspects qui disent que cette liste n'existe pas. Parce que, excusez-moi, puisque c'est dit que tous les autres témoins qui ont vu le document affirmant que Jang Jae-young n'a pas laissé de liste de noms, ils leur ont présenté quel document, genre une liste qu'eux-mêmes avaient fait à l'écrit. Puisque on nous a bien dit que Jae-young avait laissé une lettre après son suicide. Que dans cette lettre, il était donné 31 noms, je crois, 30 ou 31 noms, de personnes qui se sont servies d'elle, qui ont été des VIP. Mais là, cette lettre dont vous êtes servi pour approcher les suspects n'existe pas. Encore que il n'y ait pas d'inculpation puisqu'il n'y a aucune preuve des abus. C'est vrai que l'histoire s'est passée il y a 10 ans, que Jae-young n'a jamais, je pense, fait de prélèvement et puis ils ont pris toutes leurs précautions. Donc il n'y avait pas de preuve de tout ça. Mais cette lettre, elle a bien existé. Pourquoi on nous dit tout d'un coup que cette lettre n'existe plus? J'ai essayé de comprendre et je me suis dit, mais en fait, il y a un problème. Puisque on ne peut rien faire parce que cette lettre, on ne peut pas expliquer qu'elle est vraie. Bah si, puisque vous l'avez eue, que Chio l'a vue écrire, que cette lettre a été retrouvée chez elle, c'est lunaire. Donc du coup, aucune nouvelle personne ne va être inculpée. Sur toutes ces personnes, les 31 personnes qui ont abusé d'elle, seules 2 ont été condamnées à 4 mois et 1 an de prison. Et même pas pour ce qu'ils lui ont fait elle, mais pour d'autres faits que la justice leur reproche. Cette histoire est dégueulasse. Malheureusement, comme il y a des gros noms dans cette liste, ça fait comme la fameuse liste de la NTC Room où on nous a dit que oui, vous verrez, il y a d'énormes noms dedans. Si cette liste existe déjà, elle ne sortira jamais puisque des personnes influentes dans le monde de la K-pop, dans le monde du divertissement, dans le monde de la politique, ont les moyens de noyer le poisson, de faire taire les personnes qui veulent dire la vérité. Donc dans ces affaires-là, malheureusement, le sponsoring, c'est fichu dès le début. Si on rentre dans ce monde-là, les futures idoles ou actrices qui font du sponsoring savent que malheureusement, c'est soit elles arriveront à s'en défaire,
ou soit elles resteront là-dedans toute leur vie, mais elles ne pourront jamais porter plainte parce que il y aura toujours plus fort que plus haut. Malheureusement, c'est comme ça que se termine l'affaire de Chaeyoung. J'ai pas réussi à voir ce qu'était devenu Chio puisque sur son Instagram elle ne poste plus rien. Mais je trouve cette affaire quand même horrible puisque on rouvre une enquête mais on sait que la corruption sera toujours là. On ne peut pas, enfin c'est mon avis personnel là qui parle, mais il y a encore de la corruption dans cette affaire qui a été, dans cette enquête qui a été rouverte en 2018 puisqu'on avait une liste qui a soi-disant disparu d'une façon bizarre puisque personne ne peut prouver que ces noms étaient vraiment sur cette liste alors que cette liste ils l'ont eu entre les mains. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Chaeyoung dans les commentaires, ce que vous pensez du jugement, de comment a abouti l'enquête. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresserait que je vous explique, que je vous fasse une vidéo sur tout ce qui est sponsoring pour expliquer tout ce qui entoure ce monde sombre de la K-pop, puisque le sponsoring malheureusement n'a pas touché que Jang Jae-yeon. Un cas qui est aussi assez connu, c'est le cas de Gna, de Gina, alors Gina Gna, je mets la photo, vous allez reconnaître, qui elle aussi a eu affaire à une affaire de sponsoring qui, heureusement, elle est vivante, mais elle a dû s'exiler elle aussi. Il y a plein de cas, je crois que c'est dans le groupe d'Al-Shabet aussi, je crois qu'il y a eu des affaires de sponsoring. C'est un monde assez sombre, si vous voulez en savoir plus, dites-moi, je vous ferai une vidéo dessus. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.